Nous allons continuer cette session et la terminer avec l'intervention de Vinciane Rebourg, qui est gastro-entérologue et spécialiste du pancréas à l'hôpital Beaujon, et qui va nous parler de l'atteinte pancréatique dans la muco et de son évolution sous modulateur. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, moi, je dirige le service de pancréatologie à l'hôpital Beaujon à Clichy. Je suis contente de venir ici et en fait, ça révèle que, au final, c'est assez cloisonné, je dirais, et je trouve, on a peu d'interactions avec les CRCM. Les gens de Foch m'adressent certains patients quand c'est trop compliqué ou parfois, j'ai eu parfois de Cochin, mais ça reste exceptionnel. Et alors que on va voir, on a plein d'autres causes de patients qui viennent en lien avec CFTR. Donc voilà, donc je trouve que c'est très intéressant et je vous remercie de me convier à ces journées. Donc en fait, nous, on voit le problème de l'autre côté de notre lorgnette, c'est-à-dire du côté des gastro-entérologues. Et du côté des gastro-entérologues, nous, on va découvrir des patients qui vont être dits CFTR. Et la plupart du temps, souvent, les gastro-entérologues ne savent pas quoi en faire. C'est souvent plutôt des problèmes adultes parce que quand ils ont la mucoviscidose, qui sont tout petits, ils sont déjà pris dans les CRCM, dans votre circuit, et au final, on les voit jamais. Vous voyez, moi, je suis un centre spécialisé, on m'adresse très très peu, et je vous parle pas de mes collègues non spécialisés qui, au final, n'en voient pas. D'ailleurs, c'était intéressant l'enquête, parce que au final, très peu ont un gastro-entérologue, et pourtant, effectivement, l'IPE est probablement source de beaucoup de leurs troubles digestifs. Les flatulences, les gaz malodorants, tout ça, c'est une IPE qui n'est pas bien traitée, ou en tout cas pas suffisamment en général. Donc c'est pour ça que je vais aborder moi les choses de mon côté, de l'autre côté de ma lorgnette, pour vous dire que les patients qui me sont adressés, c'est des patients qui ont fait des pancréatites aiguës, donc qui ont une symptomatologie pancréatique ou une insuffisance pancréatique exocrine dont on ne connaît pas la cause. Et donc à nous d'essayer d'en trouver la cause. Et donc on va évoquer des problèmes, on va dire génétiques, chez nos patients, principalement dans deux situations, chez des patients qui ont des pancréatites sans cause connue malgré un bilan extrêmement exhaustif chez des patients jeunes, ou alors qui ont déjà une pancréatite chronique calcifiante ou avec des anomalies canalaires, mais des antécédents familiaux de pancréatite aiguë ou chronique. L'autre situation que l'on va rencontrer, c'est des facteurs de risque de pancréatite, d'inflammation. On a trouvé une cause, mais l'imputabilité est quand même assez discutable. Et donc, on va rechercher un terrain génétique favorisant. Et donc, l'exemple typique, c'est le jeune homme qui boit depuis qu'il est un petit peu jeune adulte, pendant ses études supérieures, qui va faire de premières crises et des douleurs pancréatiques. Et puis, au final, c'est pas suffisant pour expliquer ses douleurs ou son insuffisance pancréatique exocrine, et on va aller faire des tests génétiques. C'est pareil pour de la prise de cannabis, c'est pareil pour des variations anatomiques. Donc, on a de grandes chances de trouver, entre guillemets, des anomalies, dont des anomalies de CFTR, surtout chez des patients qui font des pancréatites comme ça, dites idiopathiques, récurrentes, récidivantes, ou alors des gens qui font une première crise alors qu'ils sont dits jeunes. Alors, la barrière de jeune, c'est 35 ans, dans les différentes études. Donc nous, quand on est confronté à ce genre de patients, on lance un panel dit pancréas, un pancréas génétique. Et donc, on va faire, là, actuellement, il y a une dizaine de gènes que je vous ai listés ici. Et dans ce panel de gènes, eh bien, vous voyez qu'il y a CFTR qui est analysé. Mais parmi tant d'autres, et les autres gènes, eux, vont également influer dans la physiopathologie du pancréas à différents degrés différents, surtout sur la cellule acinaire, notamment, d'autres sur les cellules canalaires comme TRPV6, par exemple. Alors, je sais que vous le savez, mais c'est important pour comprendre la physiologie et la physiopathologie des patients qui nous sont adressés.
Eh bien, chez nos patients, nous qui vont souffrir d'anomalies pancréatiques essentiellement, du fait de leurs anomalies plus ou moins importantes de CFTR et des retentissements sur leur canal chlore, on aura une dysfonction donc de la double pompe bicarbonate chlore qui permet donc l'excrétion de notre liquide pancréatique qui est vital pour assurer l'activation des enzymes pancréatiques, puisque vous savez, le but, c'est de tamponner l'acidité gastrique qui va détruire quasi instantanément les enzymes pancréatiques quand elles vont être en contact. Donc, c'est des patients qui, au final, n'auront plus cette sécrétion bicarbonatée d'1,5 litre à peu près par jour, plus ou moins, du fait du dysfonctionnement de cette double pompe, parce qu'il leur manque le canal chlore fonctionnel juste à côté qui permet d'éliminer les ions chlore dans la lumière canalaire. Voilà, donc en fait, c'est des patients et c'est pour ça qu'ils vont avoir des anomalies pancréatiques, généralement que l'on identifie, nous, très bien en imagerie, mais qui ils vont avoir, et c'est assez spécifique versus d'autres types de pancréatite, ils vont avoir une accumulation protéique intracanalaire avec des plugs protéiques que vous connaissez, qui vont se calcifier un petit peu différemment que les autres causes de pancréatite chronique. Je vais revenir dessus juste après. Donc c'est vrai que quand on regarde les patients, et vous le savez ça parfaitement, hein, la formation pancréatique, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport à votre patient tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a cette formation du pancréas, des cellules épithéliales, canalaires, en fonction de l'embryogénèse, avec une expression qui est temporale et spatiale différente au cours de l'embryogénèse. Mais nous, les patients qui nous sont adressés, avec qui on va faire un diagnostic de maladies relatives à des anomalies CFTR, eh bien, c'est des imageries qui vont être comme ça. Là, je vous en ai mis, ça vous la connaissez de façon extrêmement typique, c'est les kystes multiples. Mais par exemple, les deux autres formes, nous, qu'on voit extrêmement fréquemment, c'est des patients qui n'ont plus du tout de pancréas, on va dire, parenchyme visible. Il ne faut pas que j'appuie là-dessus, sinon je fais sauter la diapo, je suis désolée. Et ça, c'est machin. Donc, en fait, en bas, vous voyez ici sur cette IRM, hein, le pancréas est complètement gras. On ne voit que le canal pancréatique. Et ça, c'est des patients qui, a priori, sont arrivés comme ça d'entrée de jeu. Et puis, à côté, vous voyez, c'est le scanner correspondant. Hein, vous voyez plus du tout de parenchyme pancréatique. Hein, vous ne voyez que du gras. C'est strictement noir. Et puis, juste au-dessus, ce qui est très intéressant, ce que je vous disais plus haut, c'est cette calcification qu'on dit en œil de bœuf, parce que en fait, c'est des protéines qui vont se calcifier et plutôt de façon périphérique. Et c'est vrai que quand moi je vois ce scanner, je peux dire au patient vous êtes muté CFTR, et je me trompe quasiment jamais, et parce que c'est vraiment assez caractéristique. Donc, c'est des patients qui peuvent avoir, on va dire, un pancréas gras comme ça, avec un remplacement complet du parenchyme, irréversible et diffus. Et c'est vrai que chez ces patients, effectivement, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc nous, les patients qui nous sont adressés à nous, pancréatologues, gastroentérologues spécialisés dans les maladies du pancréas, c'est bien sûr des patients qui restent suffisants pancréatiques à minimum pour générer des symptômes que sont essentiellement de l'inflammation, des douleurs chroniques, des poussées récurrentes. C'est vrai que nous, les patients que vous traitez, on les voit jamais parce qu'ils ne nous sont jamais adressés les mucoviscidoses depuis l'enfance qui sont complètement insuffisants pancréatiques. Donc nous, on voit ceux-là, ceux qui sont hétérozygotes avec une mutation majeure ou mineure, voire 2 mutations mineures, mais on a rarement ou exceptionnellement, on nous adresse ceux du dessus. Donc on sait très bien que l'âge des débuts est tout à fait corrélé à la fonction de CFTR et également les symptômes qui vont en découler de douleurs abdominales à type de pancréatite, avec bien sûr un âge de début qui va être beaucoup plus, excusez-moi, faut pas que je touche à la souris, qui va être beaucoup plus précoce chez les patients qui sont suffisants pancréatiques avec des anomalies génétiques qui sont au final assez minimes, voire minimes et sévères, mais en tout cas jamais sévères bien sûr.
Alors l'autre chose qui est bien sûr que nous on prend beaucoup en compte, c'est tous les facteurs environnementaux qui y sont associés et qui vont tout à fait moduler l'histoire naturelle de nos patients, puisque même s'il y a des défects génétiques que nous connaissons, eh bien il va y avoir une évolution, une histoire naturelle beaucoup plus précoce s'ils sont associés d'autres facteurs, notamment environnementaux. Donc ça c'est une belle image, mais qui correspond à la réalité chez nos patients. Ils peuvent souvent avoir une association à d'autres anomalies génétiques. C'est pour ça que quand on fait le panel, on regarde tout. C'est assez fréquent et ça va bien sûr jouer complètement sur l'histoire naturelle de nos patients. Surtout si en plus, ça vous arrive probablement peu pour des patients qui ont la mucoviscidose. Je ne sais pas quel est le taux de tabagique, mais j'imagine très très faible. Mais en tout cas, chez nos patients, ils continuent pour certains, bien sûr, à fumer, à boire éventuellement de l'alcool ou à fumer du cannabis. Et vous savez que le cannabis a une toxicité pancréatique et peut provoquer de l'inflammation et des pancréatites aiguës. L'autre chose aussi, c'est que souvent sont associées des anomalies morphologiques fréquentes avec CFTR au niveau pancréatique. Je vous montre ce travail qu'on avait fait chez des patients qui viennent chez nous pour pancréatite. On trouve une anomalie génétique. Eh bien, quand il s'agit de CFTR, de façon anormalement associée, j'ai envie de dire, on diagnostiquait un pancréas divisome chez un patient sur 2, chose qu'on ne retrouvait pas dans les autres causes génétiques de pancréatite. Alors, je vous ai remis ici ce qu'était un pancréas divisome, même si je suis sûre que vous savez, mais c'est un défaut de rotation et en tout cas de fusion entre le bourgeon dorsal et ventral pancréatique au cours de l'embryogenèse. Alors, on n'a pas d'explication pourquoi chez les patients CFTR spécifiquement, il y a ce défaut de fusion. Toujours est-il que c'est effectivement extrêmement fréquent. Et la problématique, c'est que vous avez donc le canal pancréatique principal de Wirsung qui, au lieu d'aller se vidanger dans la papille principale, va aller se vider dans la papille mineure avec parfois des défauts de vidange, ce qui va d'autant plus favoriser les douleurs, les pancréatites aiguës, voire potentiellement majorer une insuffisance pancréatique exocrine. Je rappelle qu'en population générale, c'est moins de 7%, et vous voyez qu'en cas de mutation CFTR, c'était un patient sur 2. Donc, c'est vrai que chez nos patients qui ont ces pancréatites à répétition, quand on fait les tests génétiques, on va trouver des anomalies de CFTR de façon assez fréquemment, en tout cas chez eux, avec des variations sur le phénotype, mais le génotype de ces patients et des mutations plus ou moins, on va dire, causales. Alors après, nous, on débat énormément du rôle de CFTR. J'ai souvent plein de mails de mes collègues en me disant « J'ai trouvé ça, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça a vraiment un impact pour dire les pancréatites chroniques sont en lien avec CFTR ?» En tout cas, nous, c'est les questions que nous nous posons. Et en fait, le but, c'est de dire est-ce qu'en fait, le rôle de CFTR est peut-être pas un peu surestimé dans les pancréatites à répétition? Je vous montre cette étude allemande par Jonas Rosendahl et son groupe, où ils ont regardé la prévalence des mutations CFTR chez des patients qui avaient une pancréatite idiopathique versus des témoins. Eh bien, on trouve chez ces patients 15% de mutations CFTR chez les pancréatites idiopathiques versus 6% entre guillemets en population générale. Et en tout cas, une accumulation de variants CFTR qui était peut-être moins important que publié qui pourrait expliquer le développement d'une pancréatite chronique. Donc au final, nous, nos patients qui viennent avec des anomalies CFTR, notre problématique, c'est très hétérogène. Il y a peut-être d'autres gènes qui sont associés, des anomalies, donc je vous ai montré du panel. Il y a des facteurs environnementaux qui s'associent, surtout chez les adultes. On peut avoir des facteurs anatomiques comme notre fameux pancréas divisome. Donc là, je vais vous donner maintenant des résultats de notre travail à Beaujon qui va, je pense, être publié prochainement. On a pris tous nos patients qui étaient dits mutés CFTR. On les a classés grâce à cette classification dite phénotypique. On a classé ces différentes mutations. Alors, vous êtes largement plus spécialiste que moi, donc je vais certainement pas. Voilà, donc vous les connaissez par cœur, mais les différentes classes des gènes.
Et donc nous, en fonction de ces différentes classes, on a classé nos patients après en génotype dit neutre ou contributif ou causal potentiel sur les pancréatites. Donc je vous montre un peu les résultats de notre étude. Sur notre groupe de patients, on a notre cohorte à Beaujon, c'est 240 patients qui ont des pancréatites dites en lien avec CFTR versus un groupe contrôle témoin de pancréatite dite idiopathique pour lequel on n'a vraiment rien trouvé, aucune anomalie spécifique. Eh bien, vous voyez que en termes de caractéristiques épidémiologiques ou même cliniques sur les douleurs pancréatiques, les douleurs aiguës, les douleurs chroniques, l'insuffisance pancréatique et exocrine, on n'a pas mis en évidence de différences spécifiques en termes de prévalence. Pour les caractéristiques morphologiques, ce qui était, vous voyez là, on voyait qu'il y avait plus de pancréas divisum dans le groupe CFTR. Bon, on s'y attendait de façon indirecte. Et quand on va plus précisément dans nos groupes CFTR, en fonction de la dissociation entre causal, contributif et neutre, eh bien, c'est vrai que ceux qui ont un génotype dit causal, ils avaient un âge à l'apparition d'une pancréatite chronique beaucoup plus jeune, 28 ans en moyenne, versus 45 ans pour les autres groupes. Et puis, c'est dans le groupe causal que on voyait un pancréas divisum beaucoup plus fréquemment chez un patient sur 2. Mais par rapport à tous les autres critères, notamment cliniques, pancréatite aiguë, insuffisance pancréatique exocrine, on n'avait pas mis en évidence de différence. Alors, est-ce qu'il y a un effet maintenant toxique associé, notamment dans notre groupe CFTR, dans le groupe des patients CFTR? Eh bien, on voit effectivement qu'il y avait chez les patients tabagiques, et d'autant plus tabagiques avec une petite consommation même faible d'alcool, c'est-à-dire moins de 2 verres par jour, eh bien, il y avait bien sûr une plus grande proportion de pancréatite chronique chez ces patients et également des symptômes beaucoup plus précoces chez ces patients. Alors, je sais qu'on n'en a pas parlé jusqu'ici, je ne sais pas si c'est quelque chose, un thème dont peut-être vous parlerez au cours de ces journées. Nous, on se pose aussi la question, que faire de ces patients? Faut-il les surveiller puisqu'ils sont à un âge adulte et est-ce qu'il y a un risque de cancer du pancréas dont il faudrait faire un dépistage? Et en tout cas, dans notre cohorte, vous voyez, il y avait 7 patients qui ont développé un cancer du pancréas versus 2 dans le groupe témoin, contrôle, à des âges médians qui étaient de 60 ans et des patients qui avaient déjà des lésions de pancréatite chronique établies, donc ce qui veut dire une inflammation, une destruction de leur pancréas. Alors maintenant, les traitements modulateurs. Donc depuis cette publication, d'ailleurs dans cette publication, j'ai fait exprès de mettre vous la connaissez par cœur, donc c'est pas le sujet et l'objet, mais il y a à aucun moment il est mentionné le mot pancréas dans cette publication. Et bien évidemment, c'était une telle révolution par rapport au traitement pulmonaire et à la mortalité, enfin un espoir de traitement et de survie de ces patients. Mais c'est juste pour dire que, en tout cas, on a commencé comme ça, sans mentionner bien sûr le pancréas. Je vous relate ici une publication qu'on avait faite. C'est un de mes patients qui m'était venu pour pancréatite récidivante, et puis à l'interrogatoire, il me dit j'ai jamais eu d'enfant, j'en ai adopté. D'accord. Il avait des symptômes ORL régulièrement, et donc je lui dis je pense que votre problème c'est un problème de CFTR. Bingo, c'était bien sûr cela. Et donc, il faisait des pancréatites aiguës récidivantes. En raison de cela et de l'atteinte pulmonaire, il a été mis sous Calidéco, et parce qu'il était EG551D, donc ça tombait super bien. Et eh bien, ce patient qui avait effectivement, comme vous voyez ici, les petites étoiles, pardon, excusez-moi, ce sont les poussées de pancréatite aiguë, il en faisait très très régulièrement. Et de même, il avait une insuffisance pancréatique et exocrine qui s'est complètement rétabilisée après mise en place de l'Ivacaftor, qu'il a maintenant depuis plus de 10 ans et il n'a plus aucun symptôme. Donc, il est vraiment très, très heureux. Il ne fait plus jamais de pancréatite aiguë. Pour lui, ça a été vraiment une révolution, ce traitement, bien évidemment. Alors, ce patient, on a dû l'opérer parce qu'il y a un moment, il a développé des anomalies canalaires qui m'ont fait suspecter un cancer. J'étais assez inquiète et donc je lui ai fait faire une pancréatectomie gauche.
Voici la pièce opératoire et vous voyez les petites flèches noires, c'est les concrétions protéiques. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que son parenchyme, là, bien sûr, il y avait une large involution adipeuse que vous pouvez voir tout là-haut. Et puis sur les flèches, ce sont les concrétions protéiques que je vous ai mis ici à plus large volume, à plus large zoom, excusez-moi. Et vous voyez une atrophie acinaire avec de la fibrose et puis les acinies qui sont tout à fait atrophiques. Je vous ai ici zoomé les concrétions calciques dans les canaux, dans le canal avec l'épithélium canalaire. Et donc, on est allé plus loin, on est allé même faire une analyse microélectronique de la composition de ces calculs, de ces calcifications versus d'autres types de calcifications. Et donc, vous voyez, notre œil de bœuf, il s'explique bien parce que en fonction du type génétique des pancréatites, il y a une composition très spécifique des calcifications, des patients qui sont que CFTR. Et d'ailleurs, ça fait des images magnifiques. Vous voyez, ça, c'est les calcifications que j'ai encadrées en rouge. C'est le patient qui n'est que CFTR et je vous ai mis à côté des calcifications d'une pancréatite génétique en lien avec PRSS1. Et donc, vous voyez, ça n'a pas du tout le même aspect. Et d'ailleurs, la composition est complètement différente. Alors après, en raison des autres modulateurs, donc bien sûr, vous voyez notre publication, que vous connaissez aussi bien sûr par cœur, il n'est pas cité du tout le mot pancréas dedans, alors que ça a été fait 7 ans plus tard. On aurait pu penser, en tout cas, que la problématique pancréatique aurait pu être au moins mise dans les secondary endpoints, mais au final, non. Et dans celle-ci, non plus spécifiquement. Donc, quand on regarde dans la littérature, je vous ai mis ici un travail qui était paru dans Pancreatology, où en fait, ils ont comparé des patients qui ont été mis sous modulateur et qui étaient des patients qui étaient suffisants pancréatiques, qui avaient une histoire de pancréatite aiguë récurrente, récidivante. Donc là, ce n'était que 15 adultes, 44 ans en moyenne. Ce qui est intéressant, c'est que aucun n'avait de calcification, aucun n'avait une insuffisance pancréatique exocrine déclarée. Et toujours est-il qu'au moment où il a été mis le traitement immunomodulateur, plus aucun, sur une durée de 3 ans, n'a fait de pancréatite aiguë chez ces patients. Alors, bon, ok. Une autre étude qui est parue là, qui était un petit peu plus récente dans American Journal, qui est sortie de la database américaine, le Market Scan Database, où ils ont regardé les différents patients sous immunomodulateurs. Donc, ils ont pris les patients qui étaient suffisants pancréatiques versus insuffisants pancréatiques, qui étaient sous modulateur et non sous modulateur dans chaque bras, comme vous voyez ici. Donc, ça fait un nombre quand même très conséquent. Je vous ai listé ici les différents types de modulateurs qui étaient prescrits. Donc vous voyez, 30% c'était de l'ivacaftor seulement. Sinon c'était soit le limacaftor ou ivacaftor seulement 45%. Je vous ai détaillé les différentes prescriptions qui ont été faites là. Ce qui était aussi intéressant, c'est qu'en moyenne, donc dans cette étude, ils ont regardé les patients, ils avaient 1 an et demi de traitement par modulateur. C'est quand même à prendre en considération. Et quand vous regardez les résultats, je vous ai sélectionné les résultats les plus intéressants, eh bien, on voit sur ce tableau notamment que le taux estimé de pancréatite, donc là c'était des pancréatites qui allaient nécessiter hospitalisation, eh bien, dans le bras suffisants pancréatiques qui recevaient des modulateurs ont passé de 4 pour 1000 patients année alors qu'avant c'était 12,9. Le taux de pancréatite aiguë nécessitant hospitalisation. Et pour les patients qui étaient insuffisants pancréatiques, on passait de 0,67 à 0,34. Donc pour dire que ce traitement modulateur permettait de diminuer le risque de pancréatite aiguë chez ces patients, surtout chez les suffisants pancréatiques, on s'y attend, 64% versus 50% chez les patients dits pancréas insuffisants.
Voilà, alors je sais que je vais dépasser le temps, donc c'est pour ça que pour aller un petit peu à la conclusion, chez nous en tout cas, donc nous on voit les patients d'un autre côté ou d'un autre angle, et c'est vrai que on va vite trouver des anomalies CFTR chez nos patients qui viennent pour pancréatite aiguë. Sans qu'on sache toujours si l'imputabilité est bonne ou pas, sachant qu'ils ont d'autres facteurs environnementaux, d'autres facteurs génétiques ou morphologiques qui y sont souvent associés. Par rapport au traitement modulateur, sur les effets pancréatiques, sur la restauration de la fonction exocrine, il y a quand même de forts arguments pour le dire, même si je pense que effectivement on peut s'interroger sur les meilleurs tests à faire pour l'évaluation, et on peut en discuter si vous voulez de la fonction exocrine. Par rapport aux diminutions du risque de pancréatite aiguë chez les suffisants pancréatiques, c'est vrai qu'il y a quand même notamment cette large cohorte que je trouve très intéressante qui montre un vrai résultat. Voilà, je vous remercie. Un grand merci pour cette très belle présentation qui est assez nouvelle, en tout cas dans nos différentes journées scientifiques. Le pancréas, c'est vrai qu'on n'en a jamais parlé de cette façon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Isabelle. Merci beaucoup Vinciane, c'était super. Moi j'avais une question, est-ce que tu penses, mais très théorique, mais enfin finalement elle va être peut-être devenir actuelle, est-ce que tu penses qu'on pourrait que la mise sous Kaftrio de ces patients qui ont une CFTRD finalement, est-ce que ça pourrait prévenir le surrisque de cancer du pancréas chez ces patients à l'avenir? Est-ce qu'on pourrait arriver à envisager ça ou modéliser ça? Alors, je pense que c'est une super question, mais je pense qu'on n'en est même pas là parce que nous, on se pose bien sûr la question, même avant qu'il y ait les modulateurs, du risque de cancer du pancréas. Bon, avant, les patients ne vivaient pas, entre guillemets, on pourrait dire, assez longtemps. Il y a beaucoup de patients qui avaient un pancréas complètement gras. On s'interroge sur le risque de cancer en cas de pancréas gras. Ce pancréas de remplacement est probablement différent d'un pancréas gras en lien avec l'obésité. C'est pas du tout la même chose. De là à dire que les modulateurs pourraient éventuellement limiter donc l'inflammation, mais bon, après l'échange qu'on a eu, c'est vrai que au final peut-être pas. C'est des patients qui n'étaient pas du tout suffisants pancréatiques. Est-ce qu'il y a un risque de pancréas? Il n'y a vraiment pas d'études qui l'a complètement démontré. Je crois que non, faudrait des études en plus très très longues. Je crois qu'on peut pas dire ça. Franchement pas. Merci beaucoup de cette présentation, on a appris plein de choses. Et alors pour rebondir sur votre proposition de discussion, et le patient de 6 ans qui a récupéré une fonction pancréatique dite normale parce qu'avec une élastase supérieure à 500, vous me corrigez, et qui présente ces douleurs abdominales, est-ce que l'élastase supérieure à 500 est un critère suffisant pour affirmer une récupération complète d'une fonction pancréatique? Bon, on dit qu'en tout cas, si l'élastase est normale, c'est vrai que généralement, on dit qu'il n'y a pas d'insuffisance pancréatique exocrine. Pour en avoir une, on dit qu'il faut avoir plus de 90% de sa fonction exocrine qui soit mise à mal, peu importe le mécanisme. Donc voilà, je pense que si c'est à plus de 500, normalement, on est censé pouvoir dire qu'il y a... Alors, ce qui serait intéressant, c'est est-ce que l'examen a été fait sous ou pas extrait pancréatique? Je vous dis ça parce que vous savez que ça constipe aussi. Si vous êtes en excès et que vous n'avez pas besoin d'extrait pancréatique, vous serez constipé. Donc, si c'est sur des selles de constipation très concentrées, peut-être que le taux était... parce qu'on peut faire un dosage de l'élastase fécale, bien sûr, sous extrait pancréatique, puisqu'il n'y a pas d'élastase dans les extraits de porc. Il n'y a pas d'élastase 1 dans les extraits d'origine porcine. Donc, c'est vrai, quand les patients ont la diarrhée, on dit surtout faites l'élastase sous extrait, parce que sinon, vous aurez une fausse élastase effondrée par dilution.
Donc on dit ça. Mais chez le patient qui a retrouvé éventuellement une fonction exocrine normale, si éventuellement il a fait ce dosage sous extrait pancréatique, on pourrait avoir peut-être un effet inverse. Donc il serait intéressant de faire le dosage sans extrait chez lui, puisqu'il est censé ne plus potentiellement en avoir besoin. Alors, d'autres méthodes pour évaluer la fonction exocrine. En France, nous n'avons pas accès au test respiratoire qui est disponible en Espagne, en Suède, etc. Donc ça, on ne l'a pas. Après, on peut faire un dosage de la stéatorée. Honnêtement, c'est impossible à faire et je ne l'ai jamais prescrit de ma vie. Et d'ailleurs, je vous encourage, si vous voulez le prescrire, à le tester sur vous. Je fais comme ma collègue. Puisque, pour le faire bien, il faut que le patient prenne pendant 3 jours d'affilée 100 grammes de beurre tous les jours. 100 grammes de beurre, c'est une demi-plaquette. Plus, il faut faire 3 jours de recueil que vous gardez dans votre réfrigérateur à côté de vos fruits et légumes. Et pendant les 3 jours, vous reprenez encore les 100 grammes de beurre. Donc c'est 6 jours, normalement, avec 100 grammes de beurre par jour. Et vous gardez les sels, des pots de sel chez vous pendant 3 jours au frais. Qui le fait ? Moi, personnellement, non. Et personne ne le fait bien. Alors, les enfants, je vous explique même pas, ils le feront pas. Et même des adultes, ils le feront pas. En plus, très honnêtement, je dis que ça n'a pas d'intérêt parce que ce n'est pas un reflet de la digestion, mais simplement de la malabsorption. Donc, s'il y a une maladie associée ou si, d'autant plus, ou une malabsorption en lien sur l'intestin grêle, etc., ça vous fera une belle jambe d'avoir effectivement une augmentation du débit de graisse. Donc en fait, je trouve que c'est pas approprié comme test. Question, Marlène? Oui, une question de béotienne. On a été confronté chez une patiente transplantée pulmonaire d'une 30aine d'années à des douleurs abdominales rapportées par nos collègues pancréatologues à des dilatations de kystes pancréatiques qui étaient énormes, qui ont dû être drainées, enfin évacuées. On a de plus en plus de suspicions chez l'adulte. Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent, que vous voyez dans ces pancréatites, dans ces insuffisances pancréatiques très très évoluées? Et est-ce qu'avec l'augmentation de la médiane de survie, on doit s'attendre à ce type de symptômes et être beaucoup plus vigilant et y penser? Alors après, je ne sais pas si votre patient c'était des kystes simples en lien avec j'imagine avec la mucoviscidose, hein, j'imagine. Après, encore faut-il savoir pourquoi effectivement elle était douloureuse sur ces kystes. C'est des kystes normalement qui sont pas forcément branchés au système canalaire, donc ils sont pas censés déclencher de la douleur, en tout cas pas spécifiquement. C'est vrai que nous, on a plutôt des images de patients qui n'ont plus de pancréas, un pancréas complètement gras, avec une involution complète adipeuse et des anomalies canalaires qui sont assez modérées. Ou alors avec des plugs protéiques qu'on doit aller drainer éventuellement s'il y a des douleurs de pancréatite en lien avec l'obstruction canalaire par les calcifications. Mais c'est vrai que des formes multikystiques un peu géantes, comme je vous ai montré, c'est vrai que, en tout cas, nous, on ne les adresse pas ou on les voit pas spécifiquement. Plus de questions. Il est l'heure de toute façon de conclure, mais un grand merci.